Marre des résumés interminables? Voici ta dose express de philo pour briller le jour J. La liberté en philosophie, une idée centrale, mais complexe. La liberté est l'un des thèmes les plus discutés en philosophie. Elle touche à la morale, la politique, la métaphysique, et même la psychologie. Il existe plusieurs conceptions de la liberté. Liberté comme absence de contrainte, liberté négative. Être libre, c'est pouvoir faire ce que l'on veut. Défendu par des penseurs comme John Locke ou Benjamin Constant. Ici, la liberté est définie comme l'absence d'obstacles extérieurs, ne pas être entravé par une autorité ou des lois arbitraires. Liberté comme autonomie, liberté positive. Être libre, c'est se donner à soi-même ses propres lois. Idée développée par Rousseau ou Kant. Il ne suffit pas de faire ce qu'on veut, on est libre quand on agit selon la raison ou la volonté morale, et pas selon ses pulsions. Kant, la vraie liberté est la capacité à se soumettre à la loi morale universelle. Liberté et déterminisme, problème métaphysique. Sommes-nous vraiment libres, ou tout est-il déterminé par des causes, naturelles, sociales, psychologiques? Spinoza, l'homme croit être libre, mais il est déterminé par la nature. La liberté, c'est comprendre cette nécessité. Leibniz, Hume, Nietzsche abordent aussi cette tension entre libre arbitre et déterminisme. Liberté existentielle, liberté radicale. L'homme est condamné à être libre. Sartre. Selon Jean-Paul Sartre, l'être humain est libre par essence. Il n'a pas de nature préétablie. Mais cette liberté est aussi angoissante, car nous sommes responsables de nos choix et de nos actes, sans excuse. Liberté et société. Hegel, la liberté ne se réalise que dans l'histoire et dans les institutions. Marx critique la liberté formelle bourgeoise, la véritable liberté passe par la fin de l'aliénation économique. Auteurs incontournables à consulter. Platon, mythe de la caverne, liberté et vérité. Spinoza, liberté égale connaissance des causes. Rousseau, liberté, contrat social. Kant, autonomie morale. Sartre, liberté existentielle. Berlin, distinction entre liberté positive et négative. Foucault, liberté et pouvoir. L'inconscient, ce que tu penses sans le savoir. Qu'est-ce que l'inconscient? C'est une partie de l'esprit qui échappe à la conscience. On agit, on pense, on ressent parfois, sans savoir pourquoi. C'est comme un iceberg, on ne voit que la partie émergée, la conscience, mais le plus gros est en dessous, l'inconscient. Freud, le père de l'inconscient psychanalytique. Pour Freud, l'inconscient contient des désirs refoulés, des souvenirs oubliés, des traumatismes. Ce qui est refoulé ne disparaît pas, il revient sous forme de rêve, de lapsus ou de symptômes. Le but de la psychanalyse, c'est de faire parler l'inconscient pour le rendre conscient. L'inconscient est-il une menace pour la liberté? Si mes actes sont guidés par l'inconscient, suis-je encore libre? Freud dit, le moi n'est pas maître dans sa propre maison. Pour être libre, il faut apprendre à se connaître vraiment. Réponse philosophique variée. Descartes pense que la pensée est toujours consciente. Pas de place pour l'inconscient chez lui. Nietzsche voit l'inconscient comme une force de vie, de pulsion, pas forcément négative. Il critique la morale qui nous fait tout refouler. Sartre est contre Freud, selon lui, l'inconscient est une excuse pour ne pas assumer nos actes. C'est de la mauvaise foi. En résumé, l'inconscient questionne notre identité, notre liberté, et notre rapport à nous-mêmes. Ce concept révolutionne la vision de l'être humain, on ne se connaît jamais totalement. Conclusion. Tu veux mieux te comprendre? Regarde ce que tu ne vois pas en toi. L'inconscient est la partie cachée de l'iceberg, mais elle peut tout faire chavirer. La religion en philo, croyance ou savoir. Tu te perds dans les définitions de la religion en philo? Pas de panique. En 3 minutes, on voit les notions clés, les questions essentielles et les auteurs à citer pour briller le jour du bac. Let's go. Définition de base. La religion, en philosophie, désigne un ensemble de croyances et de pratiques qui relient les hommes au sacré ou à une divinité. Elle implique souvent un culte, des rites, des textes sacrés et une communauté de croyants. Grand axe à connaître. La religion comme besoin humain. Elle répond à des questions existentielles, origine du monde, sens de la vie, ce qu'il y a après la mort. Spinoza, la religion naît de la peur et de l'ignorance des lois naturelles. Marx, la religion est l'opium du peuple, elle console mais maintient dans l'illusion.
Religion et raison. Peut-on concilier foi et raison? Pascal, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas, la foi ne se démontre pas, elle se vit. Kant distingue la religion naturelle, morale, et la religion révélée, dogme. Religion et vérité. La religion prétend-elle dire le vrai? Est-elle universelle? Nietzsche critique des religions comme constructions humaines qui empêchent la liberté. Problème du pluralisme religieux, si plusieurs religions existent, laquelle dit vrai? Problématique à retenir. La religion est-elle un obstacle ou un soutien à la raison? Croit-on par besoin, par foi ou par ignorance? Peut-on vivre sans religion aujourd'hui? Conclusion. La religion soulève des questions philosophiques profondes, entre foi, morale, vérité et société. Pour le bac, pense à articuler tes idées avec des exemples et à nuancer ton propos. La justice en philo, c'est quoi être juste? Définition de la justice. La justice, c'est l'idéal du juste, de ce qui est équitable et moralement bon. Elle régule les rapports humains pour éviter les abus et les inégalités. Elle concerne le droit, la morale, et la société. Les grands types de justice. Justice distributive, répartir les biens selon le mérite, les besoins ou l'égalité. Exemple, faut-il donner plus à celui qui travaille plus? Justice commutative, équilibre dans les échanges, contrat, salaire. Exemple, un travail vaut-il vraiment ce qu'il est payé? Justice corrective, réparer les torts, punir ou dédommager. Exemple, la prison pour un vol, est-ce juste? Justice et loi. La loi égale cadre légal, elle dit ce qui est autorisé ou interdit. Mais légal pas égal à juste. Exemple, des lois injustes ont existé, esclavage, apartheid. Platon, la justice, c'est quand chacun occupe sa juste place dans la société. Aristote, la justice, c'est respecter l'égalité proportionnelle. Rousseau, une loi est juste si elle vient de la volonté générale du peuple. Rawls, justice égale égalité des chances plus protéger les plus faibles. Justice et morale. La justice morale est plus haute que la loi. Désobéir à une loi injuste peut être juste. Exemple, résister à une dictature, aider un innocent même contre la loi. Question classique au bac. Peut-on être juste sans respecter la loi? L'égalité est-elle toujours juste? Une injustice peut-elle être utile? Faut-il obéir à toutes les lois? En conclusion, la justice, c'est pas juste une affaire de tribunaux. C'est un idéal, un combat, un équilibre fragile entre loi, morale et égalité. Être juste, c'est savoir penser par soi-même. L'art, c'est plus que du dessin ou de la musique. C'est une activité créatrice où l'humain exprime des idées, des émotions, du beau ou du vrai. Il transforme la réalité ou en crée une nouvelle. Platon disait que l'art est une copie de la réalité, donc quelque chose de trompeur. Selon lui, l'art nous éloigne de la vérité. Mais Aristote nuance, l'art imite, oui, mais pour mieux comprendre le monde. L'imitation peut éduquer, émouvoir, révéler des vérités. Kant, lui, défend l'idée que le vrai art est libre, sans but précis. Il parle du beau désintéressé, qui plaît sans qu'on cherche à l'utiliser. Mais d'autres penseurs estiment que l'art peut être utile, pour dénoncer, comme chez Zola ou Picasso, pour éduquer, ou même transformer la société avec de l'art engagé. Mais alors, qui décide de ce qui est vraiment de l'art? Le goût semble subjectif. Ce qui plaît à l'un ne plaît pas à l'autre. Pourtant, on utilise quand même des critères, la technique, l'intention de l'artiste, la réception du public. Pour Hegel, l'art révèle l'esprit d'une époque. Ce qui est art aujourd'hui ne l'était pas toujours hier. Et l'artiste dans tout ça? Est-ce un génie inspiré, comme le pense Kant, ou simplement un artisan très doué? Peut-être un peu des deux. Il y a de l'inspiration, oui, mais aussi beaucoup de travail, de technique, de maîtrise. L'art, ce n'est pas juste « j'aime » ou « j'aime pas ». C'est un moyen de penser le monde, de le transformer, de ressentir profondément. Alors, l'art est-il juste du beau? Ou un truc bien plus puissant? T'as 5 minutes? On décode ensemble le concept de la vérité en philosophie, version express, pour briller au bac, et peut-être même dans la vie. Let's go! La vérité, en mode simple, c'est quand ce qu'on dit correspond à la réalité. Mais en philo, c'est pas si tranquille, il y a plusieurs manières de voir les choses. Premièrement,
la vérité comme correspondance. Tu dis, le ciel est bleu. Tu regardes, il est bleu. Donc c'est vrai. C'est l'idée que la vérité, c'est quand une phrase correspond à un fait. C'est ce que défendent Aristote et Thomas d'Aquin. Deuxièmement, la vérité comme cohérence. Là, une idée est vraie si elle est logique avec un ensemble d'idées. Par exemple, en maths, une démonstration est vraie si elle suit les règles du système. Leibniz et Hegel sont des représentants de cette approche. Troisièmement, la vérité comme utilité, ou conception pragmatique. William James dit, une idée est vraie si elle fonctionne, si elle est utile. Une théorie scientifique est vraie tant qu'elle permet de faire des prédictions efficaces. Mais attention, il y a aussi la question du doute et de l'erreur. Descartes, lui, doute de tout pour trouver une vérité absolument certaine. Et il tombe sur « je pense, donc je suis ». C'est la base du cogito. De l'autre côté, Nietzsche nous alerte, et si nos vérités n'étaient que des illusions utiles? Des choses qu'on croit pour se rassurer, pas parce qu'elles sont objectivement vraies. Justement, parlons-en. Vérité objective, indépendante de ce que je pense. Vérité subjective, liée à mon vécu, à ma perception. Et souvent, les deux se croisent. En philo, chercher la vérité, c'est apprendre à mieux comprendre le monde et soi-même. Mais pour le bac, retiens surtout qu'il y a plusieurs façons de penser la vérité. Et qu'elles peuvent toutes tomber en sujet. L'État en philosophie. Définition de base. L'État, c'est une institution politique qui exerce une autorité légitime sur un territoire et une population. Il repose sur 3 fonctions clés. Faire les lois, les faire appliquer, rendre la justice. Pourquoi l'État existe-t-il? Pour sortir du chaos. Sans État, c'est la loi du plus fort égale l'état de nature. Hobbes, le Léviathan, sans État, l'homme est un loup pour l'homme. Donc, pour avoir la paix et la sécurité, il faut un pouvoir central fort. Pour garantir la liberté et l'égalité. Rousseau, l'État doit reposer sur la volonté générale égale ce que veut le peuple ensemble. L'État est juste s'il garantit les droits de chacun. État différent de gouvernement. L'État est une structure stable. Le gouvernement, lui, peut changer, élections, crises, etc. L'État est-il toujours légitime? Il l'est quand? Il est fondé sur le consentement du peuple. Il respecte les droits fondamentaux. Il ne l'est plus si. Il devient tyrannique ou oppressif. Dans ce cas, certains philosophes, comme Locke, défendent le droit à la révolte. À retenir pour le bac. Concepts associés. Contrat social. Souveraineté. Légitimité vs légalité. Auteur à citer. Hobbes, l'État pour éviter le chaos. Rousseau, la liberté par la loi. Locke, l'État garant des droits. L'État, c'est pas juste un gouvernement, c'est ce qui permet de vivre ensemble sans se dévorer. Savoir si c'est légitime, c'est aussi se demander comment on veut vivre en société. La science en philo, tout comprendre en 2 minutes. La science, c'est la recherche de la vérité à travers l'observation, l'expérience et la démonstration. Elle se distingue du simple avis ou de la croyance. Ici, on veut du prouvé, du solide. Par exemple, on ne croit pas que l'eau bout à 100 degrés, on le sait grâce à l'expérience. Descartes propose une méthode rigoureuse. Douter de tout pour ne garder que l'évidence. Analyser, décomposer les problèmes. Conclure par raisonnement logique. La science repose donc sur une méthode, de la rigueur et des preuves. Mais même en science, la vérité peut évoluer. Par exemple, Newton expliquait la gravité, mais Einstein l'a corrigée. La science progresse sans prétendre à une vérité éternelle. Elle semble objective, mais les choix de recherche et les interprétations peuvent être influencés par la société, la politique ou les intérêts économiques. La science produit du savoir, mais pas toujours de la sagesse. La philosophie, elle, interroge ce que la science ne peut pas démontrer, comme le sens, l'éthique ou la conscience. Elles sont complémentaires. La science explique, la philosophie interroge. La science en philosophie, ce n'est pas seulement des formules et des laboratoires. C'est une réflexion sur la vérité, le doute, le savoir et leurs limites. Alors, prêt à penser comme un scientifique et un philosophe? La technique, génie ou monstre de l'humanité? La technique,
c'est l'ensemble des moyens inventés par l'homme pour atteindre un but. Elle transforme le monde naturel pour répondre à ses besoins. Par exemple, le feu, la roue, ou encore l'ordinateur, sont des créations techniques. Le mot « technique » vient du grec « techné », qui signifie savoir-faire, habileté. Mais aussi art et création. La technique, c'est une forme d'intelligence pratique. Selon Platon, dans le mythe de Prométhée, les hommes ont reçu la technique pour compenser leur faiblesse physique. Pour Bergson, l'homme est un homo faber, il fabrique pour s'adapter à son environnement. La technique est donc un prolongement du corps et de l'esprit humain. Mais la question se pose, la technique est-elle un progrès ou un danger? Francis Bacon disait, savoir, c'est pouvoir. La technique permet de maîtriser la nature, d'améliorer notre confort, de guérir des maladies. Elle a clairement un rôle libérateur. Mais des penseurs comme Heidegger mettent en garde, la technique moderne oublie la nature. Elle la réduit à une simple ressource exploitable. L'homme risque de devenir prisonnier de ses propres inventions. Pour Hans Jonas, il faut une éthique de la technique, car ses conséquences sont globales et parfois irréversibles, comme avec le nucléaire ou l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, avec les biotechnologies, le transhumanisme ou l'intelligence artificielle, on peut se demander si l'homme devient augmenté ou dépossédé. Est-ce que la technique va trop loin? Allons-nous perdre ce qui fait de nous des humains? En conclusion, la technique est ambivalente, elle peut libérer, mais aussi aliéner. Philosopher, c'est apprendre à ne pas la subir, mais à la penser, à la questionner. Si tu veux plus de philo expliqué simplement, abonne-toi à la chaîne pour ne rien rater. Le temps en philo, une illusion ou une réalité? T'as déjà eu l'impression que le temps passe trop vite, ou trop lentement? En philo, le temps, c'est pas juste l'heure qu'il est, c'est un vrai casse-tête. Allez, on plonge dans ce concept qui fascine les philosophes depuis l'Antiquité. Qu'est-ce que le temps? Définition de base, le temps, c'est ce qui permet de penser le changement, le mouvement, la succession des événements. Mais est-ce une réalité objective ou une construction de l'esprit? Voilà la question. Les grands philosophes du temps. Platon, le temps est une image mobile de l'éternité. Il oppose le monde sensible, temporel, au monde des idées, éternel. Aristote, le temps est le nombre du mouvement selon l'antérieur et le postérieur. Il dépend du changement et de notre manière de le mesurer. Saint Augustin, qu'est-ce donc que le temps? Si personne ne me le demande, je le sais. Le temps n'est pas dans les choses, mais dans l'âme humaine, passé égale mémoire, futur égale attente, présent égale attention. Quand le temps est une forme a priori de la sensibilité, c'est une structure de notre esprit, une manière d'organiser nos perceptions. Bergson distingue le temps des horloges, quantitatif, mesurable, et la durée vécue, qualitative, subjective. Le vrai temps est vécu de l'intérieur, dans la conscience. Enjeu philosophique du temps. Liberté, sommes-nous prisonniers du temps ou pouvons-nous agir librement? Existence, le temps donne-t-il un sens à la vie ou révèle-t-il notre finitude? Mémoire et AMP, identité, notre passé forge-t-il notre moi présent? À retenir pour le bac. Définir clairement le temps, objectif vs subjectif. Citer 2 ou 3 auteurs majeurs selon le sujet. Articuler le temps avec des notions comme conscience, changement, mémoire, liberté. Conclusion. Le temps file, mais en philo, on prend le temps de penser le temps. Et ça, c'est déjà un paradoxe. Le devoir en philo, obéir ou penser par soi-même? Qu'est-ce que le devoir? Le devoir, c'est ce que je dois faire, indépendamment de mes envies ou de mon intérêt perso. Relève de la morale, pas de la contrainte. C'est une obligation intérieure, je le fais parce que c'est bien, pas parce que j'y suis forcé. Devoir pas égal à obligation extérieure. Payer ses impôts, c'est une obligation légale. Mais aider quelqu'un en difficulté, même si ce n'est pas obligé par la loi, c'est un devoir moral. Le devoir touche à notre conscience. Pourquoi faire son devoir? Pour agir moralement, selon Kant. Pour respecter la dignité humaine. Pour vivre en société de façon juste. Kant dit: agis uniquement selon la maxime qui fait que tu puisses vouloir en même temps qu'elle devienne une loi universelle. Autrement dit, fais aux autres ce que tu voudrais qu'on te fasse. Devoir versus liberté? Est-ce que faire son devoir, c'est perdre sa liberté? Pas forcément. Si je choisis librement de faire ce qui est juste, alors je suis autonome, quand encore. En fait, le devoir moral me libère de mes pulsions ou intérêts égoïstes.
Donc, le devoir n'est pas une contrainte, c'est une forme de liberté. Est-ce toujours bien de suivre son devoir? Parfois, le conflit de devoir rend les choses compliquées. Dire la vérité, devoir, vs protéger quelqu'un, autre devoir. Devoir n'est pas automatique, il faut réfléchir à chaque situation. C'est là qu'intervient la morale pratique. Le devoir, c'est pas juste une corvée ou un ordre. C'est ce qui fait de moi un être moral, libre et responsable. Et toi, tu fais ton devoir, ou tu suis juste les règles? La raison, ton super pouvoir pour penser, et réussir le bac philo. Tu veux cartonner en philo? Commence par maîtriser la raison. C'est la base de toute réflexion. Définition simple de la raison. La raison, c'est la faculté de penser de manière logique, de distinguer le vrai du faux, le bien du mal. Elle permet de comprendre, analyser et argumenter. Pourquoi c'est important? En philo, sans raison, pas de réflexion construite. En science, elle permet des démonstrations rigoureuses. En morale, elle aide à agir de manière juste, pas juste par instinct ou émotion. Grandes idées, philosophes. Platon, la raison permet d'accéder au monde des idées, le vrai, le beau, le bien. Descartes, je pense, donc je suis, la raison est la base de toute certitude. Kant, la raison est ce qui permet à l'homme d'être libre, en obéissant à des lois qu'il se donne lui-même. Nietzsche, plus critique, la raison est parfois une illusion qui empêche d'écouter la vie, les instincts. Raison versus autre faculté. Raison versus passion, la raison tempère les émotions. Raison versus foi, croyance, la raison doute, la foi croit sans preuve. Raison versus imagination, l'imagination invente, la raison vérifie. Application bac. Exemple de sujet où ce thème peut tomber. La raison est-elle une source fiable de connaissances? Peut-on tout expliquer par la raison? La raison peut-elle guider nos actions? En bref, la raison, c'est ton GPS pour penser droit. Maîtrise-la, et le bac philo sera raisonnablement plus facile. Travail, galère ou libération? Tout comprendre pour cartonner au bac philo. Définition du travail. Le travail, c'est l'activité par laquelle l'homme transforme la nature pour satisfaire ses besoins. Exemple, cultiver, construire, programmer. Travail est la somme de la transformation et de l'effort. Dans la nature on cultive. Besoin tend vers production, ce qui entraîne fatigue et résultat. Travail est-il une souffrance? Thèse, le travail est d'abord une contrainte, Rousseau, Marx. Il est pénible, répétitif, aliénant. Le salarié perd une partie de lui-même dans ce qu'il produit. Marx, le travail est extérieur à l'ouvrier. L'obligation crée la fatigue. Aliénation, tu ne te reconnais pas dans ce que tu fais. Le travail est-ce le résultat de l'humanisation? Thèse inverse, le travail fait de nous des humains, Hegel, Arendt. On se réalise, on développe des compétences. C'est aussi un moyen de s'insérer dans la société. Création et compétence donnent fierté. Travail bien fait me représente dans ce que je fais. Travail, liberté ou servitude? Pour certains, travailler c'est être libre car on est utile et autonome, Kant, Simone Veil. Pour d'autres, c'est une forme d'esclavage moderne si on travaille juste pour survivre, Marx encore. Liberté? Ou boulot métro dodo, aujourd'hui, vers une transformation du travail. Télétravail, IA, robotisation, ça change quoi? Le sens du travail devient central, on cherche plus qu'un salaire. Ordinateur et IA donnent de la productivité. Mais aussi, sens? Valeur? Équilibre vie pro-perso? En conclusion, le travail, c'est pas juste un devoir ou une souffrance. C'est aussi une façon de se construire et de transformer le monde. Mais pour qu'il soit vraiment libérateur, encore faut-il lui donner du sens. Comprendre la conscience en philo, Descartes, Freud, Rousseau. Tu t'apprêtes à passer le bac philo? Voici ce qu'il faut savoir sur la conscience, en moins de 2 minutes. C'est parti. Définition de base. La conscience, en philo, c'est la capacité qu'a un individu de se représenter ce qu'il vit, pense ou ressent. On distingue deux formes principales. La conscience immédiate, ou spontanée, je ressens quelque chose, sans forcément l'analyser. La conscience réfléchie, je prends du recul, j'analyse ce que je ressens ou pense. Grand auteur et idée clé. Descartes. Je pense, donc je suis.
Pour lui, la conscience est ce qui fonde notre existence. Je suis conscient, donc j'existe. Rousseau. La conscience morale, une voie intérieure qui nous guide vers le bien. Freud. Attention. Pour Freud, la conscience est la partie visible de l'esprit, mais elle repose sur un inconscient bien plus vaste et puissant, qui influence nos pensées et nos actes sans qu'on s'en rende compte. Problématique classique. Est-on toujours conscient de ce que l'on fait? Peut-on se connaître soi-même? La conscience est-elle une force ou une illusion? Ces questions permettent d'ouvrir sur des sujets comme la liberté, la responsabilité morale, ou encore l'inconscient. En bref, retiens, la conscience, c'est ce qui fait de nous des êtres capables de se connaître, de choisir et d'agir. Mais elle a ses limites. Et ça, les philosophes adorent en débattre. Des suggestions? Dis-le en commentaire et abonne-toi. Et si je te disais que parler, c'est dominer? Que les mots qu'on utilise construisent notre monde? Ouais, aujourd'hui on parle philo. Le langage, c'est pas juste des mots qu'on balance. C'est ce qui nous permet de penser, communiquer, partager nos idées. Que ce soit avec des mots, des gestes, des signes, c'est notre outil numéro 1 pour exister en société. Tu crois que le langage c'est instinctif? Détrompe-toi. Pour Rousseau, il est né quand on a commencé à vivre ensemble. Pour Hobbes, c'est une arme sociale, carrément. Le langage, c'est culturel, ça change d'un pays à l'autre, d'une époque à l'autre. Est-ce qu'on pense sans parler? Descartes dirait, je pense donc je suis, donc penser avant de parler. Mais Humboldt et Sapir-Whorf, eux, balancent que chaque langue façonne notre façon de penser. Donc, si ta langue change, ta vision du monde aussi. Les mots disent-ils la vérité? Pas sûr. Nietzsche, les mots, c'est des métaphores usées. En gros, on parle, mais on triche un peu avec le réel. Et pourtant, sans langage, on ne peut même pas nommer ce qu'on voit, ni comprendre le monde. Peut-on tout dire? Pas toujours. Il y a des trucs qu'on ressent mais qu'on ne sait pas exprimer. Et en même temps, le langage, c'est notre seule arme pour chercher la vérité, que ce soit en science, en philo, ou même dans la vie. Alors ouais, le langage c'est puissant. C'est pas juste parler, c'est penser, convaincre, manipuler parfois, et surtout donner du sens au monde. En vrai, si tu maîtrises les mots, tu maîtrises le game. Le bonheur, mythe ou objectif de vie? 2 minutes pour tout comprendre. Le bonheur, c'est un état de satisfaction durable, souvent vu comme le but ultime de la vie humaine. Contrairement au plaisir, qui est éphémère, le bonheur s'inscrit dans la durée. On va voir quelques grandes visions philosophiques du bonheur. D'abord Épicure. Pour lui, le bonheur, c'est l'absence de douleur, ce qu'il appelle l'ataraxie. Il recommande une vie simple, avec peu de désirs, pour éviter la souffrance. Moins on en veut, plus on est libre. Le bonheur est dans la modération. Aristote, lui, pense que le bonheur, qu'il appelle eudaimonia, vient de l'accomplissement de soi par la vertu et la raison. C'est une vie d'excellence, pas juste de plaisir. Kant, au contraire, dit que le bonheur est trop subjectif pour qu'on en fasse un but moral. Pour lui, la priorité, c'est le devoir. Il faut faire ce qui est juste, même si ça ne rend pas heureux. Chez les utilitaristes comme Bentham et Mill, le bonheur consiste à maximiser le plaisir et à minimiser la souffrance pour le plus grand nombre. C'est une vision collective du bonheur. Mais est-ce que la société rend vraiment heureux? Les stoïciens, par exemple, disent que le vrai bonheur vient de notre attitude intérieure. Même en prison, on peut être heureux si on maîtrise ses émotions. Aujourd'hui, on associe souvent bonheur à succès, argent, image, mais est-ce que ça suffit vraiment? Le bonheur est-il atteignable? Pour certains, c'est un idéal, une direction à suivre, mais pas une destination garantie. Pour d'autres, comme Spinoza ou dans le bouddhisme, le bonheur se vit dans le présent, ici et maintenant. À retenir pour un oral ou un devoir, distingue bien bonheur, plaisir et joie. Demande-toi si le bonheur est purement individuel ou s'il dépend aussi des autres. Et enfin, peut-on vouloir être heureux, ou est-ce un effet secondaire d'une vie bien menée? La nature en philosophie, tout comprendre en 3 minutes. La nature en philosophie, c'est tout ce qui existe sans intervention humaine. Les arbres, les montagnes, les animaux sont naturels.
Les villes, les routes ou les ordinateurs, eux, sont artificiels. La nature, c'est ce qui existe par soi-même, spontanément. Pour Aristote, la nature est un principe de mouvement et de repos propre à chaque être vivant. Par exemple, une graine pousse naturellement en arbre, sans besoin d'intervention extérieure. Pour Rousseau, l'homme est bon par nature. Mais la société, en le transformant, le rend mauvais. Descartes, lui, pense que l'homme doit devenir maître et possesseur de la nature. Grâce aux sciences et aux techniques, l'homme peut dominer et transformer la nature. En philosophie, on oppose souvent nature et culture. La culture, c'est tout ce que l'homme invente pour se dépasser, l'art, la science, les lois. Une question importante est donc de savoir si l'homme est naturellement culturel, ou si la culture est une rupture avec la nature. Aujourd'hui, face aux crises écologiques, comprendre notre rapport à la nature est fondamental. Réfléchir à la nature, c'est aussi réfléchir à notre avenir.